Bonjour à tous, bienvenue à cette session où on va discuter 5G, on va discuter réseau et on va discuter GitOps, surtout avec l'outil FluxCD. Donc moi je m'appelle David Blaisonneau, je suis expert à soft et cloud dans le réseau et puis je suis un militant GitOps depuis 2 ans maintenant et sur l'infra as code. Voilà, bonjour, moi c'est Sylvain Desbureaux. Alors, c'était pour faire plaisir aux gens d'hier qui n'aiment pas DevSecOps. Moi, je suis ingénieur DevSecOps, c'est important, côté de la sec. Et on verra, je travaille surtout sur un truc qu'on appelle la Network Integration Factory. Et, bon, grosso modo, vous inquiétez pas, on va pas parler de code, on va parler beaucoup de réseau. Comme ça, vous pouvez tous partir. Non, je rigole, il y aura très peu de réseau, un petit peu, mais pas de code, puisque nous, on ne code pas. Nous, notre boulot, c'est ça. Vous voyez, ça c'est David qui essayait de fixer un problème sur vos réseaux. Notre boulot dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas de coder, c'est d'intégrer, de prendre des briques logicielles maintenant et de les mettre ensemble pour faire fonctionner un système complet. Donc le contexte est un petit peu d'Orange, parce que bon, je pense que vous connaissez Orange, surtout la partie France. Vas-y. Mais en fait, c'est un groupe où on est présent dans 26 pays dans le monde. C'est surtout ça qui compte dans ce slide que j'ai honteusement piqué à notre communication. Et donc 26 pays dans le monde, c'est 26 réseaux qui sont presque les mêmes, mais pas les mêmes. C'est 26 manières de déployer des fonctions réseau. Et donc on verra que nous, une de nos problématiques, c'est d'homogénéiser des déploiements qui ne sont pas forcément à la fin tous les mêmes. Et ça, c'est un gros challenge qu'on a, qui n'est pas forcément un challenge que vous avez tous les jours. Donc nous, avoir des possibilités de déployer la même chose, mais presque, c'est quelque chose de très très important. Et on va le voir après. D'autres petits chiffres, juste sur le réseau mobile. Aujourd'hui, on parle de la 5G, c'est de le réseau mobile. Donc le premier, c'est qu'on a grosso modo 70 millions de clients en Europe seulement qui utilisent notre réseau mobile. Tous les mois, on va... alors vous voyez, si vous étiez à la keynote avant, donc nous, vous consommez 791 pétabits par mois de trafic, juste en Europe. Rappelez, on a aussi l'Afrique, il faut en rajouter un petit peu s'il y a besoin. On a 40 000 sites mobiles en Europe, encore une fois, donc les poteaux, pas les antennes, les poteaux. Souvent, il va y avoir plusieurs antennes par poteau. Donc, tout ça, il faut le gérer. Et tous les mois, on va multiplier, ces dernières années, on va multiplier par 2,3 le trafic sur nos réseaux. Donc, vous comprenez que si ça tombe, vous n'allez pas être content. On a des équipements au milieu du réseau qui transportent énormément de données. Et ça, c'est les données du mobile. J'ai des collègues du fixe qui sont là, multiplient à peu près par 10 le trafic, sur le trafic Internet pur, pour vous donner une idée, quoi. Donc on arrive... Je ne sais même pas ce que ça veut dire, 7000 pétabits, c'est à peu près ce qu'on va trafiquer sur le fixe. Et donc, nous, notre job, c'est d'intégrer en fait. On intègre des équipements, on intègre des applications qui viennent de vendeurs. Vous connaissez tous les Nokia, les Ericsson, plus tous ceux qui viennent à travers le monde, les nouveaux venants. Et nous, on intègre. Et surtout, avant, on intégrait des grosses machines, des grosses baies spécifiques. C'est pas de la pizza box. Enfin, c'était pas de la pizza box. Et puis, à partir de ça, on fait du déploiement, du management, du testing. Et les vendeurs, ils nous vendaient ça. Sauf que maintenant, ça change un petit peu. Et on arrive dans le soft. Voilà. Alors, dans le soft, est-ce que c'est de l'intégration? Vous dites, c'est facile. Vous allez voir, c'est un peu le thème de la présentation. C'est que nous, on fait du Lego, quoi. On nous donne des pièces. Et puis, on fait ce qu'on veut faire. Ce que nous demande notre client, c'est-à-dire un pays, Orange France, Orange Espagne, ça va être ce magnifique colisée en Lego. Alors, facile, voilà. Et après, on va voir les équipementiers, et puis eux, ils vont nous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ces magnifiques boîtes, et avec ça, vous devez faire ce qu'il y avait avant. Sachant qu'en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que la France, ils veulent le Colisée, mais en verre, parce que c'est mieux en verre. Et l'Espagne, eux, ils veulent le Colisée, mais au-dessus, ils voudraient un toit. Mais tout ça, c'est ce qu'on va devoir faire. Et c'est là où on va voir que toutes les techniques logicielles utilisées dans le monde de l'intégration vont nous aider, en fait, à faire en sorte d'arriver à ces buts-là. Et pour ceux qui n'ont pas joué, qu'avec des Lego, ça va. Mais quand on commence à mettre différentes marques différentes, ça s'embrique pas forcément bien. Ça c'est prévu pour, mais ça marche jamais.
Ben voilà, notre rôle, c'est qu'au final, ça colle quand même. Alors, on va parler 5G, hein, forcément. Enfin, on est là, on est Orange, on est là pour parler réseau. D'une manière simple, la 5G, c'est ça. C'est un téléphone qui va arriver sur l'Access Network, la partie accès radio. On arrive sur un cœur réseau et on envoie sur une database, la database de nos abonnés. Ça, c'est simple, on est d'accord. Bon, en réalité, c'est plutôt ça. Donc, alors, l'UPF en bas, hein, c'est User Plane Function, qui discute avec leur... Tu vas pas toutes les faire, là? Bah si. Bah non, arrête. Okay. Bon. Allez, regarde, il y en a un qui parle. Non, passe à la suite. Bon, voilà. Donc, en gros, on va résumer ça comme ça. Des applications réseau 5G, maintenant, il y a beaucoup d'applications, ça ressemble à de l'IT. Alors, il y a des databases, il y a tout un tas d'applications. En bas, il y a une antenne et un routeur. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça reste comme ça. C'est plus simple. De votre point de vue, on reste sur un routeur à gérer et des applications au-dessus. Et dans tout ça, la 5G, ce que vous ne voyez pas encore, c'est qu'on va le découper en plusieurs tranches, qu'on va appeler des slices, pour avoir différents besoins. Un slice pour les réseaux d'urgence, un slice pour une entreprise, un slice pour la police, pour les militaires. Et donc ça, ce réseau 5G, il va être séparé avec chacun son petit bout d'application, son réseau qui va être sécurisé. On n'est pas au niveau du VPN, on est au-dessus. Là, c'est le téléphone qui va être séparé en plusieurs entités à l'intérieur et chacun va avoir son propre réseau, l'authentification gérée par la 5G, tout ça découpé. Et donc nous, on va devoir multiplier les fonctions, les dupliquer, les partager et gérer tout ça. Et donc si on regarde un peu ce que ça veut dire d'un point de vue code, alors encore une fois, hein, on ne fait pas de code, hein, nous on fait de l'intégration, on va avoir des nouvelles versions à vérifier qu'elles fonctionnent, on va faire un petit peu de code autour pour qu'elles fonctionnent bien ensemble. On va avoir grosso modo trois mises à jour, quoi. Encore une fois, hein, n'oubliez pas, on fait de l'intégration, on ne fait pas du développement. Donc la première chose, c'est qu'on va avoir des nouvelles versions de nos fournisseurs préférés, alors avec des anciens bugs qui sont résolus, des nouveaux bugs qui sont rajoutés pour voir si on suit bien. Ça peut être des vendeurs, ça peut être de l'open source, on utilise beaucoup d'outils open source, en particulier sur la partie management, hein, management, hein, Flux et tout ça, hein, management et le déploiement. On peut avoir donc c'est aussi sur les fonctions support, hein, c'est ça, hein, on va avoir des Prometheus, on va avoir du Grafana, on va avoir du SSO, des choses comme ça. Ben forcément, on a des nouvelles versions et il faut les mettre à jour. Il faut essayer que ça continue à fonctionner. Et enfin, ce qui est le plus important pour nous et pour vous au final, c'est qu'on a des nouvelles configurations du réseau. Le but du jeu, c'est de l'améliorer, hein, c'est-à-dire avoir un réseau qui fonctionne mieux, qui soit plus efficient, qui ait de nouvelles fonctionnalités pour des nouveaux besoins. Et ça va être des nouveaux paramètres et à les pousser vers ces fonctions réseau. Et donc jusqu'à maintenant, on faisait comme beaucoup, hein, quand on fait du déploiement, on faisait de l'Ansible. C'est pas compliqué, on avait nos scripts Ansible, on avait nos fichiers de host et puis on balançait partout. Alors il fallait toujours gérer le problème de clé, par-ci, par-là. Ça marchait, hein. Ça marche, clairement. Ansible, c'est super. Mais qu'est-ce que c'est lent. Et puis quand on déploie là, des fonctions 5G avec plein de nœuds, qu'en plus il fallait relancer les nœuds et que ça prend au final 6 heures, on peut parler de CI/CD, là, quand le pipeline il dure 6 heures, c'est pas la peine. Hein. Enfin, c'était pas un café qu'on prenait, hein, mais bon. Bref, et puis c'est surtout, Ansible, ça doit être censé être idempotent, ça ne l'est pas toujours. Ou alors ça rajoute une complexité qui est sans nom pour un certain nombre d'éléments, et en final, faut que ça tombe en marche, quoi. Et c'est un peu ça qui nous posait problème. Et quand ça plante, on recommence à zéro. Donc on a un nouveau projet qui est arrivé il y a 2 ans qui s'appelle Pikeo, qui a une com là-dessus. Ce projet, c'était on recommence tout. On fait comme si on était un nouveau venu, un nouvel opérateur. Alors c'est un projet, c'était un POC, hein, un gros POC. Clairement, on n'allait pas s'auto-concurrencer, il ne faut pas pousser quand même. Mais le but, c'était d'arriver comme si on était à zéro, from scratch, avec des partenariats de vendeurs, un Casa System, HPE et Mavenir. Et le but, c'était de déployer sur nos data centers, hein, on-premise. Et puis après, on a eu un autre partenaire qui est arrivé, qui est AWS, donc on a déployé sur AWS de la même manière. Et là, on parle, hein, du réseau tout entier, hein, du réseau d'accès, hein, c'est-à-dire là où il y a des fonctions mathématiques assez complexes sur la gestion de signal radio, jusqu'au cœur de réseau.
Donc c'est vraiment, n'oubliez pas, c'est pas juste le cœur de réseau ou 3 databases dans un coin. Non, non, c'est un réseau complet. Un truc qu'on vous a pas dit, c'est que la 5G que vous avez, en fait, c'est pas de la vraie 5G. C'est de la 5G NSA, donc non-standalone. C'est pas le cœur. Vous avez de la 5G avec un cœur 4G. Parce que toute la partie fonction gestion du réseau, c'est de la 4G derrière. Et donc nous, cette nouvelle 5G SA, elle va apporter tout un tas de fonctionnalités, dont les slices, dont une meilleure latence. C'est ça qu'on est en train de déployer. Donc, on va quand même parler de GitOps. Alors, on va essayer de faire rapide et simple pour GitOps, parce que vous êtes quand même là pour ça. J'imagine que vous avez déjà quelques notions de GitOps. Il y a 4 principes GitOps. D'abord, ça doit être déclaratif. Un système managé, c'est que des déclarations d'intention. On souhaite avoir quelque chose, on souhaite avoir un statut. Ça, c'est un des piliers du GitOps. Hop. Après, c'est versionné, c'est immutable. Donc, on va avoir des versions. On va avoir beaucoup de versions. Sur certains produits, on est à plus de 1000 versions parce qu'on a plein de nouvelles versions et c'est immutable. Notre état, il est stocké dans Git et on ne va pas réécrire l'histoire de Git en permanence. On va tout faire pour que ce soit immutable, versionné et avoir l'historique complet. C'est-à-dire on sera capable de revenir 6 mois en arrière pour comprendre les décisions qu'on a faites. Vous avez utilisé tous Git, Git blame, c'est toujours très bien, savoir que c'est vous qui avez fait une connerie il y a 6 mois, ça c'est important. Mais il y a d'autres trucs comme ça. Et pour faire du déploiement, puisque là encore une fois on parle du déploiement de l'intégration, pas forcément du développement logiciel, mais même pour du déploiement c'est hyper intéressant et ça sauve la mise. Donc c'est pouler automatiquement. Donc, on n'est pas en mode push comme Ansible, où on doit se connecter d'abord à la machine, lancer des tunnels SSH, avoir mis les clés d'abord, et donc pousser sur tous les nœuds en parallèle et avoir Ansible qui se mélange les pinceaux parce qu'il y a trop de sessions. Là, c'est du pull. Chaque élément va aller chercher son référentiel dans Git et va s'y référer. C'est-à-dire que si on a 100 000 nœuds, ils vont tous aller gentiment sur Git et il n'y a pas un nœud central qui va piloter les 100 000. C'est vraiment une manière complètement différente de penser les choses. Bon, après, avec 100 000 nœuds, j'espère que vous avez un bon Git quand même. Mais, oui, on est d'accord. Des nombres un peu plus simples, ça se fait bien. Et il y a une réconciliation continue. C'est pareil, si vous vous souvenez, on parlait un petit peu d'Ansible à chaque fois, comme on s'était fait avant, mais on lançait souvent le playbook Ansible, et puis à un moment, ça ne marche pas, donc on le relance, si on n'a pas oublié, si on a bien vérifié que ça ne marchait pas et tout ça. Là, on va utiliser toute la force de Git et de Kubernetes pour avoir une réconciliation en permanence. C'est-à-dire, si ça n'a pas marché, on va réessayer, alors, plus ou moins rapidement, mais ça va réessayer pour faire en sorte que l'état demandé est le même que l'état qu'il y a exactement dans le système. Ça, c'est quelque chose de très très important parce que toute cette partie de réconciliation, c'est plus à vous de la faire. Alors évidemment, ça ne marche pas. C'est à vous de voir pourquoi ça ne marche pas. Mais cette partie réconciliation, elle va être faite quand même automatiquement et il y a un peu de self-healing qui va se faire. Donc, notre manière de travailler avec GitOps, forcément, pour commencer, il nous faut quand même des sources. Il nous faut quand même au moins un Git, il nous faut accéder à des images, accéder à des Helm repos, pourquoi pas, parce que les vendeurs nous fournissent aussi du Helm, et il nous faut tout ce qui est bien configuré au niveau de la YAM, que ce soit sur AWS ou on-premise. Il faut qu'on ait les accès pour limiter à nos ressources, mais qu'il faut qu'on puisse déployer quand même. Donc clairement, ça c'est un prérequis. Et puis, il nous faut un cluster. Parce que on travaille sur du Kubernetes. C'est la base, en tout cas, pour nous et pour nos déploiements sur de la 5G, c'est sur du Kubernetes. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on va bootstrapper. Ça, c'est quand même une opération qui, il y aura toujours à la faire. C'est pas magique. Il n'y a rien de magique dans le GitOps. Et donc, il faut bien faire un premier bootstrap. Et le premier bootstrap, c'est que nous, la première chose qu'on va faire, on va utiliser, alors ça dépend, moi j'utilise Ansible, lui il n'utilise pas Ansible, pour déployer Flux. C'est vraiment une première étape. On installe Flux, donc, qui est quelque chose de très simple, mais il faut avoir accès au cluster. Et après, on va faire en sorte que Flux va regarder le premier repository Git, qui est un peu le seed, la graine qui va permettre de déployer toutes les applications dont on a besoin. Évidemment, encore une fois, si vous étiez à la session d'hier sur les tuyaux et pipelines, la gestion des secrets, on ne va pas mettre des secrets dans Git. On nous a dit que ce n'était pas possible. C'est dommage, c'était hyper pratique, mais on n'a pas le droit. Donc, on va avoir des secret stores quelque part. Nous, on utilise HashiCorp Vault, mais il y en a d'autres.
Et on va utiliser un moyen pour pouvoir récupérer l'ensemble des secrets, en tout cas pouvoir accéder à ces secret stores. Évidemment, un secret store, il y a besoin d'un secret pour connecter à un secret store. Il n'y a pas de... Malheureusement, alors il y a des techniques, hein, mais nous on ne peut pas utiliser forcément les techniques puisque nos clusters à Kubernetes sont très profondément dans le réseau avec plein de firewalls qui interdisent généralement beaucoup de choses. Donc on est obligé de donner ce premier secret aussi qui va permettre de récupérer un ensemble des secrets. Donc, Et donc, comme on l'a dit, on bootstrap, et en bootstrap, on dit à Flux, voilà ta première référence, le premier Git en fait. Et plutôt que de lui installer déjà dès le début et d'avoir un script qui est super spécifique à notre déploiement, on a un script qui est générique. On lui dit, tu commences là, tu commences dans ce Git-là. Et c'est dans ce premier Git où on va avoir la cascade qui va déclencher tous nos déploiements au final. Parce que ce Flux CD Application, c'est notre premier repo Git, eh ben lui, il va avoir des ressources qui vont nous dire, derrière, il y a d'autres applications qu'on veut installer. Donc on va pointer sur Flux CD, parce que comme ça, il va s'auto-superviser, s'auto-réconcilier, s'auto-upgrader et faire tout ce qu'il faut. On va avoir un repo Git avec de la config. Comme ça, chaque cluster a son propre Git de config. Et c'est plus facile à gérer, et c'est plus facile à gérer les accès et qui a droit de modifier les configs sur ces repos. Et après, on a des applications, on parlait d'external secret, external DNS, la même chose. Et au final, nos applications 5G. Tout ça, c'est un premier repo qui va, au final, être un ensemble de pointeurs vers d'autres repos. Et ça, que ce soit pour nos deux clusters, parce qu'on a deux clusters à déployer, HPE et Casa, eh ben, au final, c'est exactement la même source, c'est juste le pointeur final qui va changer. Et donc derrière, eh ben, voilà, ça c'est un autre repo de Casa, et c'est la recette pour déployer Casa. Donc Casa, c'est toutes les briques bleues que vous voyez en haut, plus l'UPF, hein, une bonne partie des briques bleues, c'est la recette que nous a donnée le vendeur pour dire, eh ben, on commence par utiliser Axiom CTL. Alors vous tapez Axiom CTL, vous faites ci, vous faites ça. Nous, non, c'est pas possible. On automatise. Donc on a mis un job qui fait Axiom CTL, qui installe au final les opérateurs du vendeur et qui, après, configure les network attachments. On a du Multus parce qu'on a du SRIOV. Il y a une des fonctions là, qui était en bas, Weharder, qui, elle, va gérer beaucoup de données. Donc on a du SRIOV et du DPDK. Donc tout ça, c'est géré par Multus. Et en fait, la gestion bas niveau réseau, ouais, voilà, faut le voir comme ça, je suis désolé. On attache directement une interface réseau à un conteneur. Parce qu'on peut faire de l'IP ou du TCP, hein, parce que généralement les applications sont en TCP ou en HTTP, mais que s'il y a un réseau en dessous. Et nous, malheureusement, on doit faire le routage tout en bas. Là. Et donc là, il n'y a plus d'HTTP, il n'y a plus d'ingress, il n'y a plus rien. Et donc, voilà, vous inquiétez pas, le but, c'est de pas de se souvenir de ce slide-là. C'est notre recette par rapport à ce que nous a dit le vendeur. On commence par l'Axiom, ensuite on configure le réseau, et ensuite on installe des composants. Et en fait, ce ne sont que des recettes Flux qu'on va dire, va voir à d'autres endroits où il y a des références de ce qu'on veut installer. Parce qu'une fois de plus, là, on n'a toujours pas de script, on n'a que des modèles à appliquer. On a la même chose pour HPE. Donc là, HPE, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que chaque vendeur et chaque application que vous ne déployez pas, généralement, a sa manière d'être déployée. HPE, eux, ils utilisent Helm, donc le package, un des package managers les plus utilisés au niveau Kubernetes. Donc c'est cette manière-là qui va être utilisée pour déployer HPE. Donc chaque fois, il faut savoir comprendre la manière de déployer, quelles sont les valeurs qui sont importantes, comment aussi on peut les découper. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant au niveau Flux, hein, c'est-à-dire que on va avoir les valeurs par défaut, ça c'est ce qui est donné par HPE. Après, on va avoir ce qu'on appelle nous le layer de base Orange, hein, c'est-à-dire le déploiement d'une fonction HPE chez Orange, elle est de cette manière. On va avoir le déploiement spécifique pour un pays, qui va être un deuxième layer, mon layer spécifique du pays. Puis après, je vais avoir un layer pour ce déploiement spécifique dans le pays. Mais ça bon, c'est un composant réseau, mais ça match avec à peu près n'importe quoi. Et c'est quand même quelque chose qui a un intérêt extrêmement fort parce qu'on force l'homogénéisation et surtout on ne voit plus que les différences entre quand il y en a un qui marche et l'autre qui ne marche pas. Il n'y a pas à regarder à 6000 valeurs, il y a juste la différence entre les deux valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi hyper intéressant et qui nous a été fourni par Flux, et, enfin par le GitOps, mais surtout par Flux.
On pourra revenir sur ces deux schémas si vous voulez à la fin. On va juste essayer de ne pas perdre trop de temps sur la 5G non plus. Et on va donc discuter maintenant comment on déploie. Pour ceux qui connaissent un petit peu FluxCD, voilà un Git repo. Voilà comment on déclare notre premier repository. C'est une ressource donc gérée, une custom ressource de Flux, où on a le nom 5GC Casa, qui va être le nom de notre repo qui est à distance, une référence. Elle est bizarre, non? T'as une référence. Ouais, il y a des variables. Ça, on va en parler juste après. D'accord, pardon. Et puis, donc ça, la référence, c'est où est mon cluster, où est mon repo, et quel est le secret qui va être utilisé pour accéder au repo. Là, forcément, ce n'est pas des repos publics, hein, donc c'est des repos internes, on a des secrets pour y accéder, et l'URL pour y accéder. Voilà, donc tout ça, effectivement, là, il y a des variables, on va y revenir tout à l'heure. Après, ça c'est la première chose, c'est je définis où c'est que j'ai mes données. La deuxième chose qu'on va faire, c'est je vais définir ce que je vais aller récupérer dans ce repository Git. Alors là, il ne faut pas que je bouge trop, mais ce qui est important, ce qui est intéressant ici, c'est que on va dire où c'est qu'on récupère, et derrière, est-ce qu'on va faire des modifications de données. Encore une fois, c'est là où on va donner des configurations spécifiques pour ce déploiement qui vont être faits en amont. C'est des config maps Kubernetes. Et donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque ça va nous permettre de démarrer. Alors, on ne voit pas, mais il y a aussi, parce qu'on n'a pas tout mis, il y a aussi évidemment le pass qu'on a dans ce Git repository. On ne va pas forcément prendre tout le Git repository, on va prendre la partie qui nous intéresse. Il y est, FluxApps. FluxApps, voilà, c'est moi qui ne sais pas bien lire. Voilà. Donc, avec ça, Flux, il saura où aller chercher les données, ce qu'il faut aller chercher, qu'est-ce qu'il faut qu'il patch, et c'est parti. Et donc, ce que vous avez déjà un petit peu entrevu, c'est qu'entre ces variables et ce post-build dont on voyait tout à l'heure avec les config maps, c'est qu'en fait, ces variables elles vont être remplacées à la volée par Flux. Ce qui va nous permettre d'avoir un modèle générique et d'avoir des variables spécifiques à nos déploiements. Ça, c'est une des grosses fonctionnalités de FluxCD qui est intégrée dans FluxCD, qui est donc la substitution de variables en subs, qui permet donc de modifier, comme on peut le voir ici, donc substitute from, config map, avec derrière des petites variables. Et même au niveau des métadatas, des noms, on peut avoir des modèles de données qui sont juste parsés et remplacés avec les variables. Ça reste simple. On pourrait faire la même chose avec Helm, comme on en parlera un petit peu de Helm tout à l'heure, mais là, ça reste des choses basiques. C'est variable remplacée par une variable remplacée par sa valeur. En fait, et évidemment, le but du jeu, c'est pas de tout variabiliser, en disant génial, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Non, le but, c'est de vraiment l'utiliser au moment précis où on sait que ça a de la valeur d'avoir un changement. Le but, c'est de minimiser les changements. Helm ou Ansible, permet tellement facilement d'avoir des changements qu'à la fin, on ne sait plus ce qui est le cas droit. Là, le but du jeu, c'est de vraiment faire des variables sur le minimum de choses. Ça, c'est hyper important quand on fait du GitOps, à mon avis, c'est de minimiser les changements entre les déploiements. Donc à la fin, on utilise Customize, c'est ce qu'on disait, c'est des choses assez simples, c'est des fichiers customisation. Alors, customisation Kubernetes, pas customisation Flux, là c'est... Ça n'a pas été l'idée du siècle côté Flux d'avoir le même nom, même si c'est dans deux API différentes. Mais là, en fait, on liste tout ce qu'on veut dans un dossier particulier. Et on peut utiliser tout ce que fait Customize modulo à la partie Helm, qu'on ne peut pas utiliser avec Customize direct. Il y a une Helm release chez Flux, mais tout le reste, donc si vous voulez faire des patchs, si vous voulez créer des config maps, des secrets, tout ça, c'est possible et c'est faisable. Et clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Helm, c'est pas qu'on n'aime pas Helm, c'est que Helm, c'est tellement facile de rajouter un if quelque part, de rajouter une boucle, qu'au final, nous, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas créer des propres Helm pour nos déploiements, parce qu'on souhaite avoir quelque chose d'homogène. Et plus c'est lisible, et à chaque fois qu'on rajoute une boucle quelque part, qu'on rajoute une condition, on devrait la tester. Et donc ça multiplie les cas de test derrière. Et en évitant, en tout cas en se forçant à éviter les Helm, on homogénéise nos déploiements. Et on a juste quelques variables qui vont nous dire, entre tel cluster et tel pays et tel pays, j'ai ces variables qui sont différentes. Et ça, c'est, encore une fois, on parle réseau, mais si vous pensez à votre propre déploiement, pré-prod, prod, test dev, c'est la même chose, quoi. Et c'est quand même aussi une grande force, c'est réussir à homogénéiser
vos endroits où vous faites vos tests fonctionnels par rapport à ce que vous allez déployer en prod. Et vraiment, le GitOps vous force un peu, vous pousse vers ça. Ah ben c'est ce que tu as montré là, justement. Ah, voilà, c'est incroyable. Donc là, typiquement, il y a des choses, alors on dit, hein, on suit une branche et tout ça, mais en production, on ne va pas forcément, en particulier, hein, quand on est au milieu du cœur de réseau, on ne va pas forcément vouloir changer de branche, en tout cas suivre toutes les choses en permanence. On va peut-être le suivre sur des plateformes qui répliquent notre réseau. Là, on va plutôt suivre les dernières versions. Par contre, quand on est en vraie production, on va suivre des versions bien spécifiques. On va évidemment, le but du jeu, c'est de les mettre à jour le plus souvent possible. Mais on va avoir des actions manuelles de mise à jour qui sont assez importantes, nous, d'un point de vue réglementaire, une partie, mais aussi parce que aujourd'hui, hein, le CD as continuous delivery, il faut plusieurs étapes avant d'y arriver complètement, je pense, et il faut aussi se rassurer, et rassurer tout le monde, les ops, nous, que tout ça, c'est possible. Alors, on va vous parler rapidement des slices. Donc, les slices, tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est donc une tranche de notre réseau 5G qu'on va spécifier à un client, un ensemble de clients, à un service particulier. Donc, pour créer un slice, nous, de notre point de vue, il faut qu'on crée des nouveaux pods, qu'on modifie des pods existants et qu'on ajoute des records dans des databases. Ça, c'est ce que nous disent les vendeurs. Pour faire un nouveau slice, il faut ça. Au final, derrière, nous, c'est que des ressources. Alors, c'est exactement les mêmes briques que vous avez vues tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas les décrire, mais une fois de plus, là, c'est entre les cases blanches qui sont installées par défaut et les cases vertes, ce sont les mêmes avec juste des variables différentes et des config maps différents pour modifier. On a réutilisé les modèles existants qui sont dans notre Git. Une fois de plus, tout est modèle. Et là, on a juste déclaré un nouveau slice en disant duplique-moi ces données et configure. Alors, je modifie-moi avec un coup de patch et de customize. C'est juste des modifications customize pour modifier des ressources existantes. Tout ça dans du Git. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses, mais finalement, ce qu'on va dire, c'est que Flux va nous dire que tout va bien quand le slice, qui a ce magnifique nom, aura un status de up, fait par l'opérateur de Casa, et quand l'UPF, donc le gros routeur qui est en bas, sera up et sera fonctionnel. Et ce qui est important, c'est qu'encore une fois, toute cette partie-là, c'est toujours à peu près la même chose, modulo le nom du slice. Ce qui compte ici, c'est que la configuration spécifique de ce slice, elle est dans une config map, et c'est que ça qui compte, quoi. Tout le reste est toujours répliqué de la même manière. Et vas-y. Et donc, voilà, ça c'était une fois de plus la réutilisation des substitutions de variables et des modèles qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a une ressource UPF, au final, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est une application, une ressource UPF, celle qui est tout en haut. Et puis, on a des variables. Donc, ça va être, avec le petit bloc de droite, ces variables-là vont être remplacées à chaque fois que Flux va avoir un déploiement pour un slice, il va remplacer ces variables. Pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment super important parce que ça permet d'avoir un modèle. On revient, je le répète beaucoup, hein, mais... Et donc, on a la même chose pour HPE avec une customisation. La seule petite différence, c'est qu'HPE, ils ne nous fournissent pas d'opérateur, on n'a pas de custom ressources DNN. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a beau pas être développeur, c'est ce que disait Sylvain, on est quand même un peu développeur. On a créé un opérateur. Cet opérateur-là, il est tout simple. Il va prendre une ressource qu'on a créée, il va voir cette ressource, il va prendre toutes les datas qu'il a, il va faire le passe-plat, il va balancer ça sur HTTP, sur la ressource qu'il faut, qui va mettre ça dans la database. Et c'est ce petit opérateur-là qui a une fonction spécifique qui est, elle, un petit peu compliquée. C'est juste un passe-plat HTTP au final, mais qui va avoir une fonction simple. Et quand on dit une fonction simple, c'est simple à tester. Mais il y a quand même des tests U, il y a quand même des tests fonctionnels derrière tout ça. Et on sait faire. Et donc cette petite complexité, on la développe nous-mêmes et on la gère comme ça. Voilà. Et c'est pas des grosses choses, donc c'est facile à tester, c'est facile à maintenir. Et on n'a pas fait un monstre plan d'orchestrateur qui va avoir géré à des milliers de choses. Non, le but du jeu, c'est de rester sur des petits morceaux de code maintenables facilement, quoi. Alors un petit point rapide sur nos déploiements sur AWS, parce qu'on a donc déployé sur AWS. On a déployé sur région plus Outpost. Outpost, c'est
un service proposé par AWS d'avoir une baie dans nos locaux, parce que là on est au plus proche de l'antenne, donc c'est le petit élément qui est en bas à gauche. Donc voilà les différentes étapes de déploiement sur AWS. Une fois de plus, on commence dans l'étape 0 par préparer toutes nos ressources, on synchronise les Git, on pousse les images aux bons endroits, on pousse les Helm aux bons endroits. On a une étape qui est via une interface web, un GUI ZTMN en haut, qui va faire un appel à notre GitLab pour installer l'infra. Parce qu'on là, on part, à l'origine, on a 0 cluster. Notre infra est quand même déployé par du Terraform. On en discutera un petit peu tout à l'heure. Ça reste du Terraform qui va déployer notre infra sur AWS. Et une fois que l'infra est installée, qu'on a nos réseaux et nos clusters nus et prêts, eh ben, ça trigue un autre projet qui va bootstrapper, comme on disait Flux tout à l'heure. Donc, qui installe Flux, qui installe le premier repo. Et après, ça se déclenche. Et on a la partie 4, Continuous Deployment, où on va installer notre control plane, donc la partie gestion de contrôle, et la partie user plane, contrôle des données tout en bas. Et tout ça en se basant aussi sur les services d'AWS et les services qu'on a chez nous, que ce soit pour de la YAM et le SSO chez Orange, le Terraform, etc. Donc clairement, une fois de plus, on a un modèle quelque part, on l'a dupliqué et on demande à Flux de déployer aux bons endroits. Et là, en plus, avec Cloudpost, on déploie au plus proche de notre antenne, on déploie ce qu'on a besoin. Et c'est le même modèle final, que ce soit chez AWS ou où on a sur nos Kubernetes à nous, quoi. Donc c'est aussi un travail qui a été fait d'homogénéiser, quel que soit finalement, ça reste un Kubernetes. Donc comme c'est un Kubernetes, on déploie de la même manière. Donc on utilise beaucoup Git et on a notre manière d'utiliser Git qu'on va vous montrer. Il n'y a rien de, encore une fois, si vous étiez hier sur tuyau et pipeline, c'est exactement la même chose, quoi. Déjà, on ne commit jamais sur main. Mais bon, ça, vous le savez, hein. Bon, on le fait, mais on ne le dit pas, hein, on le cache. Non, on ne communique jamais sur main. Autre chose, c'est qu'on essaie d'écrire une issue à chaque fois qu'on veut faire un change. Après, c'est plus ou moins volubile, mais on essaie quand même d'avoir cette issue pour pouvoir justement avoir des dashboards et suivre la suite. Parce qu'avec une issue, où on décrit le problème, on décline la merge request. On est sur GitLab, c'est super facile à faire tout ça. On a notre merge request où là, on va proposer notre code. Et donc, chaque merge request est, elle, liée à une issue. Voilà. Et en plus de ça, chaque commit, on essaye de signer. Alors, nous, on essaye, eux, ils signent vraiment, parce qu'on a deux petites équipes un peu différentes, mais la signature des commits, au moins, c'est une bonne pratique pour nous à commencer, et on en discutera dans la partie sécurité, pourquoi ça a de l'importance. Et quand on dit signer, c'est pas juste signed off by n'importe qui à orange.com, hein, c'est une signature GPG. Donc, ou avec la PKI. Ou avec la PKI, puisqu'on peut faire ça. Après, on va passer vite, hein, mais petit amer, hein, on n'essaie pas de révolutionner à chaque fois les choses, hein, puisqu'il y a beaucoup de reviews. C'est important aussi, on revoit le code. On est obligé d'avoir alors, c'est pas physiquement obligé par notre GitLab, mais on attend d'avoir des approbations d'autres personnes après avoir revu notre code. On marque en draft ou pas. Et puis donc, la revue, c'est pas une option, hein, clairement. On ne merge pas avant que ce soit revu, au moins par un collègue. Ça évite les bugs et ça permet de propager la connaissance et de propager les modifs qu'on a faites, quoi. Clairement, on n'est pas non plus une grosse équipe, mais avoir une revue, ça évite des typos, ça évite tout un tas de trucs qui n'ont pas forcément été vus par le CI, parce que le CI ne peut pas tout voir. Et clairement, ça permet de partager. Et c'est ce Git central qui partage tout. Enfin, chez nous, c'est une petite révolution quand même. Et bien sûr, pas de secret, on l'a dit tout à l'heure. On a dans le CI tout ce qu'il faut pour vérifier qu'on n'a jamais un secret qui passe, quoi. Voilà. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a bien mis en place et quelque chose d'important. C'est, on a dit, hein, tout est immutable, versionné. Alors en Git, on n'a pas forcément besoin d'avoir des tags avec un numéro de version, mais il se trouve qu'on est des humains, c'est quand même un tout petit peu plus simple de savoir que la 1.5.6, elle est avant la 1.5.7, contrairement à des SHA 256. Donc on utilise Semantic Release, hein, qui est un projet open source. Dans GitLab, alors il se trouve que certains de nos collègues ont open sourcé sur gitlab.com un projet qui s'appelle To Be Continuous, qui permet de simplifier votre gestion, hein, de GitLab, hein. Il y a pas mal de... si vous avez du Docker, il y a les manières de builder en Docker.
il y a Semantic Release, il y a GitLeaks, il y a plein de choses comme ça qui nous permettent, nous, de nous simplifier la vie. On a juste des imports de templates à faire et puis quelques variables d'environnement à mettre en place. Et on a donc les messages Git spécifiques, c'est-à-dire que ça nous force aussi à avoir une certaine manière, une certaine hygiène de vie sur nos messages de commit, c'est aussi important. On force aussi le squash et rebase en permanence pour pas avoir dans les merge requests merge branch machin into main, puis après le commit qui nous intéresse. On fait que du fast forward, hein, donc c'est à dire qu'on a un historique propre sur la branche main. Et voilà, à chaque fois qu'on va avoir une release automatique. Donc encore une fois, hein, tuyau pipeline d'hier, hein, en fonction si on a mis feed, fix, breaking change et tout ça, ça va changer, ça va bumper la version mineure, enfin bug fix, mineur ou majeur. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi de très important parce que ça permet de savoir si on a mis une version majeure, bah que hop là, on va peut-être pas la merger tout de suite un peu plus haut, on va regarder. Et ça permet aussi pour nos collègues, parce que maintenant qu'on a Git au milieu et qu'on a nos collègues qui, eux, faisaient de la 5G, qui ne faisaient pas du développement avant, ça permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe et de mieux accepter, bah, là, je vais passer c'est un bug fixe pour la prod, c'est beaucoup plus compréhensible pour eux de gérer ça comme ça, surtout quand en plus, dans les commits, bah, ils sont bien décrits et qu'on sait pourquoi on upgrade en prod. Parce que derrière tout ça, en plus, on utilise Renovate. Voilà, notre meilleur ami, notre meilleur développeur, celui qui a le plus de commits et de loin chez nous, c'est Renovate. Renovate qui va aller chercher partout s'il y a des nouvelles versions et nous proposer des merge requests. Alors là, on va aller un peu vite, hein, parce qu'autrement, on va pas finir dans les temps et on va se faire gronder. Mais Renovate, si vous ne l'utilisez pas, essayez, c'est l'adopter. C'est un petit coût à l'entrée, mais qui est largement compensé plus tard. Nous, ce que je vous disais, hein, depuis 6 mois qu'on l'a mis en place, on a eu environ 1000 bumps de versions qui ont été faits. Et ben, c'est pas possible hein, en tant qu'humain de faire 1000 bumps de versions. Ben là, ils nous proposent, on regarde si ça marche, on a des tests automatiques et après on merde. Il n'y a plus qu'à valider. Il n'y a plus qu'à valider. Et c'est valable pas que pour les projets externes, c'est aussi valable pour nos propres projets en interne. Renovate, il va justement proposer des upgrades pour la prod. Le responsable de la plateforme en prod ou dans n'importe quel pays, il va dire « Ah, j'ai une nouvelle proposition ». Il va regarder en plus dans le descriptif du merge request, je sais pourquoi je dois upgrader. Et ça, il peut faire ça à chaque nouvelle release. Comme en plus avec le semantic release, eh ben, à chaque merge, on a une release, on sait si c'est un petit patch de sécu, parce que la sécu, c'est quelque chose qui est super important pour nous, d'autant plus qu'on a l'ANSSI en France qui est derrière nous. Et voilà, il y a tout un tas d'éléments qui sont simplifiés juste par ça. Et ça, c'est aussi compréhensible par quelqu'un qui n'est pas développeur et qui va juste accepter des upgrades sur sa prod. Et donc, les paradigmes et les feedbacks qu'on va avoir sur cette partie GitOps. Voilà. Donc, le premier, c'est quand même la simplicité. On décrit ce qu'on veut. On ne fait pas des scripts qui vont essayer de torturer la réalité pour arriver à ce qu'on veut. On n'a pas de if, on a quelques variables d'environnement de substitution et la plupart de ce qu'on fait, c'est vraiment des états. On décrit nos états. Notre code est inactif. Hein. Le code qu'il y a dans Git, c'est du code inactif puisque c'est de la description pure. Encore une fois, il y a du code d'opérateur et tout ça, mais ce n'est pas lui qu'on va bumper. On va bumper une déclaration en disant « je veux utiliser cet opérateur ». Et donc c'est assez intéressant. Et encore une fois, hein, on donne la version par défaut. Donc on sait qu'est-ce que c'est qu'un déploiement standard. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait perdu de vue, nous, pas mal, quand on utilisait Helm et Ansible un peu de manière extensive. Et donc c'est assez intéressant. Helm, on l'utilise quand il y a beaucoup d'options parce que ça arrive, il ne faut pas rêver. Mais souvent, c'est plutôt des gens qui vont nous proposer des fichiers Helm. Mais on utilise surtout Kustomize. Et enfin, c'est assez simple à lire, évidemment, encore une fois, il y a toujours des barrières à l'entrée, il ne faut pas rêver, hein, c'est les no free beer, hein, mais c'est quand même quelque chose que nos collègues qui ne sont pas développeurs commencent à intégrer aussi et acceptent assez facilement de voir qu'est-ce qu'on veut faire. Quoi. Clairement, pour eux, là, c'est juste, le vendeur de toute façon dit qu'il faut déclarer cette ressource dans Git, ben, eux, ils savent, ils connaissent, ils ont ça, c'est documenté pour eux, donc s'il y a une option à changer, ils la changent dans Git. Ils ont été formés à Git et après, pour eux, c'est simple, c'est juste un modèle à changer.
Et voilà, la complexité, on la délègue aux opérateurs. Et encore une fois, le but, c'est pas de faire des gros opérateurs, hein, c'est de faire plein de petits opérateurs qui vont nous permettre de gérer les petits points de friction entre les différents composants. Et donc, on est surtout continuellement under test. Hein. Clairement, on va tester tout ce qu'on a clairement au niveau du CI, mais après, à chaque déploiement au niveau de nos plateformes de test, on n'a pas maintenant, avec cette partie GitOps, on n'a pas toute une pipeline qui tourne, puis les tests. Là, les tests, ils tournent tout le temps. C'est beaucoup plus facile de voir le time shifting, l'évolution dans le temps de nos plateformes. Et forcément, puisqu'on a tout ça, on a du SLI et SLO derrière, on va pas vous l'apprendre. Par contre, ce qui est un peu compliqué pour nous, c'est cette partie Blue Green et Canary Testing, parce que les vendeurs sont pas toujours... Enfin, pour eux, il y a des vendeurs qui ça fait 30 ans qu'ils font des télécoms, et les fonctions réseau ne sont pas toujours non plus prêtes pour ça, quoi. Donc, du Canary Testing, du Blue Green, avec des fonctions stateful, c'est pas toujours simple. Ça commence à venir, mais c'est pas toujours simple. On souhaiterait aller dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ce qu'on disait. Nous, Git, c'est vraiment notre pierre angulaire. C'est la source de vérité. C'est là où tout le monde travaille. Hein, les merge requests, les issues, les revues de code. Et ça, c'est quand même... hyper intéressant. Bon, les fixes, hein, c'est dans Git, tout est dans Git, l'histoire est dans Git. C'est pour ça qu'on insiste fortement sur des reviews par nos pairs, que par contre la responsabilité du merge, c'est un mainteneur qui la fera. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut bien gérer hein, les rôles des différentes personnes. On a l'historique, enfin bon, je vous apprends rien sur Git. On fait de la CI, hein, c'est-à-dire que la CI, hein, on a une chaîne de CI qui va faire de la validation, des linters, des déploiements sur des plateformes de test, des retours d'expérience sur ces plateformes. Mais le CD, lui, est fait via Flux et via le code Git et pas via un pipeline de mise en prod ou des choses comme ça, quoi. Et donc, le but avec tout ça, c'est clairement d'améliorer la vélocité. Hein. On n'est plus dans des pipelines de 6 heures pour déployer des plateformes complètes. Ça va beaucoup plus vite. On a des mises à jour en prod de bugs qui sont beaucoup plus rapidement. Tout à l'heure, vous l'avez peut-être aperçu sur le schéma, un déploiement des fonctions de 5G, une fois qu'on a le cluster sur AWS, c'est 10 minutes. Et en 10 minutes, on a un réseau qui est fonctionnel. Clairement, ça, c'était impossible avant. Et comme c'est qu'une comparaison d'état, forcément, c'est beaucoup plus facile à faire que d'avoir à reprendre un script complet qui va vérifier chaque élément en série ou en parallèle quand il peut et quand c'est bien fait. Et enfin, il y a quelque chose qui est hyper important, hein, pour tout le monde, et en particulier pour des réseaux télécoms sensibles, c'est la sécurité. Et la sécurité, à la base, ils n'étaient pas hyper... les gens de la sécurité chez nous, ils n'étaient pas hyper à l'aise avec ça, mais au fur et à mesure, ils ont appris à travailler avec, et ils ont surtout trouvé qu'il y avait plein d'avantages à utiliser le modèle GitOps, hein, le mode push, pull, je sais jamais, enfin en tout cas, d'aller récupérer depuis la plateforme, ça c'est bien parce que ça limite les accès sur nos plateformes de prod, hein, c'est la plateforme de prod qui va chercher quand on le souhaite. Le fait de pouvoir mettre à jour régulièrement avec Renovate, forcément, on est plus rapide pour la partie CVE. Du code simple, c'est simple à comprendre et c'est simple à maintenir. Et des scans qui sont faits en permanence sur nos plateformes. Et la partie signature, on en parlera après, dans le couloir si vous voulez. Dans les prochaines étapes, il nous reste 1 minute 30. Ouais, les prochaines étapes, parce que là, donc, on a déployé notre réseau 5G, mais on n'a pas tout encore. On n'a pas l'infra, on n'a pas tout ça. Dans les objectifs, ça va être de regarder Nefio, qui est donc un projet de la Linux Foundation, pour avoir un catalogue d'applications réseau. Donc ça, on va regarder ça. Le plus gros point, ça va être la gestion donc, de l'infra, et soit via Crossplane, soit via Flux, et la partie gestion de déploiement Terraform avec Flux. Clairement, les deux, soit Crossplane, soit Terraform, toujours avec du GitOps, ça peut être, c'est très très prometteur en tout cas pour nous. Et clairement, ça va faire partie des choses qu'on va creuser. Alors, un petit truc sur la suite, hein, que Pikeo, c'était ce qu'on appelle un big bet, hein, c'est-à-dire on a testé quelque chose et on a appris pas mal de choses. Et il s'en est utilisé quelque chose qui s'appelle chez nous la Network Integration Factory, hein, qui c'est utiliser le GitHub pour déployer l'ensemble des fonctions réseau d'Orange, alors pas demain, hein, après-demain on va dire, dans l'intégralité de nos réseaux. Donc, pour être plus rapide sur les fonctions réseau, hein, des upgrades de routeurs de cœur chez nous, hein, c'est tous les ans, 1 an et demi, parce qu'on ne sait pas faire autrement, être reproductible et donc accélérer ce déploiement.
Et donc, comment on va faire? Assez rapidement, oula, c'est assez moche, mais on va utiliser Flux dans un staging, dans des environnements de staging, pardon, pour bien vérifier. Un seul repository qui est au milieu, qui sera utilisé aussi pour les différentes parties de production. Et donc, avec des tests automatiques sous système, et encore une fois, homogène, déploiement homogène partout. Et donc, suite à la NIF, la prochaine étape, ça sera de tester ça dans de la vraie prod. Jusqu'à maintenant, comme on l'a dit, c'était un big bet, on déploie, on teste, et ça fonctionne très bien. Maintenant, il va falloir comparer, intégrer toutes les équipes et tout le monde, et ça va arriver. Et donc, la conclusion, clairement pour nous, c'est un grand changement, parce que c'est déjà, on travaille avec des modèles, on travaille plus avec du script, donc on intègre tout le monde, toutes les équipes, parce qu'on avait avant le Sync Build Run, ça reste une grosse équipe maintenant qui travaille avec des modèles. Et non, c'est juste parce que c'était fini, donc voilà. Eh ben, voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, on sera dans le couloir parce qu'autrement on va se faire gronder, et ils ont raison, puisqu'il y a d'autres personnes derrière. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs, et sinon, voilà. Merci. Merci à vous.